Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Digiteka, Smart Ad Saver et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. 4 ans après, le header bidding tient-il toujours ses promesses ? En 2016, le header bidding faisait son apparition en Europe. Ce concept était la promesse d'un rééquilibrage des forces au bénéfice des vendeurs d'audience vis-à-vis des acheteurs. Le header bidding était l'assurance de bénéficier, entre autres, d'une augmentation des revenus de l'ordre de 20%. Alors, est-ce qu'implémenter le header bidding est si simple ? Après l'implémentation du header bidding, quels sont les résultats constatés en termes d'évolution de revenus pour les éditeurs ? Quel avenir pour le header bidding à l'ère du cookie-less ? Pour en discuter, Salomé Le Yarrick de Smart Ad Server, Gaëtan Pozicles de Digiteka, Guillaume Vasse du groupe Sud-Ouest, Augustin Decré de Index Exchange. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, The Programmatic Society New Look, puisque nous sommes dorénavant dans de nouveaux studios. Nous sommes dans les studios du campus Altis, avec à la réalisation les équipes de Next Production et de 01 TV, que je salue d'ailleurs. Pour ce premier numéro nouvelle génération de The Programmatic Society, un sujet stratégique pour l'ensemble du marché publicitaire et notamment les éditeurs, nous allons le voir dans quelques instants, puisque nous allons parler du header bidding, qui bientôt va fêter, en tout cas sur l'Europe, ses 4 ans. Et un certain nombre de questions se posent pour savoir si les promesses tenues par le header bidding ont été tenues. Et pour répondre à ces différentes questions, 4 invités. Et je vais commencer ma première question et la poser en tout premier lieu à Salomé. Salomé, est-ce que tu peux nous rappeler le principe du header bidding et les promesses de ce fameux header bidding ? Ensuite, ce sera le tour de Gaëtan, de Guillaume et d'Augustin de répondre à cette même question. Bonjour. La promesse initiale du header bidding, c'était de mettre en compétition, impression par impression et en temps réel, chaque impression publicitaire. L'idée, c'était de venir à une compétition un petit peu plus équitable que ce qu'on avait avant dans des logiques de waterfall. On a donc abandonné cette logique-là et ça nous a apporté 2 choses principales. La première, c'est qu'on a densifié donc, cette compétition et ça a tiré les CPM vers le haut pour plus de revenus. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive à une meilleure allocation de l'inventaire et donc un yield optimal. On a beaucoup parlé de yield holistique au niveau de l'inventaire. L'approche qui a été massivement adoptée, et c'est la nouveauté du header bidding, c'était une approche assez collaborative et open source. C'est en ça, c'était assez nouveau pour l'écosystème. Merci Salomé. Gaëtan, ta vision, est-ce que tu peux nous rappeler le principe du header bidding ainsi que les promesses qui y étaient associées ? Bien sûr. Comme a pu le dire précédemment Salomé, le header bidding, son mode de fonctionnement, déjà, c'est d'appeler non plus en cascade, mais de manière simultanée, une multitude de sources de SSP. Il y a 3 grands bénéfices pour 3 grands acteurs. Donc, le premier, on va dire, c'est au niveau des éditeurs. Donc, leur permettre d'aller chercher davantage de valeur à l'aide d'une compétition au niveau des différents acteurs beaucoup plus fair. Donc, un accroissement en fait, du ICPM sur leurs inventaires, un meilleur taux de remplissage, puisque justement, le header bidding permet de chercher davantage d'enchères sur un réseau. Le deuxième grand jalon, c'est au niveau de l'annonceur. Donc ça permet à un annonceur d'aller chercher des inventaires peut-être qu'il ne connaissait pas, d'intégrer davantage de compétition à l'aide du système d'enchères. Et in fine, pour parler du dernier grand acteur, donc au niveau utilisateur, le header bidding permet justement de s'affranchir de cette cascade qui crée des latences au niveau des interfaces des sites internet, donc de rétablir ce respect de l'UX, donc de l'expérience utilisateur au niveau des utilisateurs. Merci Gaëtan. Alors Augustin, tu représentes
une technologie qui a un petit peu évangélisé aussi le marché du header bidding sur le marché français. Est-ce que tu peux nous rappeler ta vision sur la définition du header bidding ainsi que les promesses associées? Et ensuite, nous donnerons la parole et le verdict à un éditeur en la présence de Guillaume du groupe Sud-Ouest. Je ne vais pas répéter ce qu'on dit. Merci Michel. Ce qu'on dit mes confrères et consoeurs. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, promesse tenue, tu as dit que c'était stratégique, c'est stratégique. Avant, le programmatique, c'était un peu le Canada Dry, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de promesses, mais on était à la fin, c'est-à-dire que c'était essentiellement pour les invendus. Il y avait ce système de cascade, et le programmatique était la dernière roue du carrosse. Le header bidding a permis de remonter tout le monde d'un cran. Il y avait beaucoup d'exclusivité, donc il y a beaucoup de SSP qui sont venus maintenant à la table des négociations, donc voilà. Plus de pression, donc plus d'inventaire vendu, donc des CPM beaucoup plus hauts. Donc oui, effectivement, promesse tenue. Je pense que, l'éditeur, Guillaume va nous dire ça après. Effectivement, on a créé de la valeur avec le header bidding. C'est effectivement, c'était une révolution dans le programmatique. Alors, comme je le disais, effectivement, aujourd'hui, Guillaume, tu représentes l'ensemble des éditeurs, en tout cas à cette table. Lourde tâche. Voilà. Ou simple, en tout cas, tu peux régler tes comptes aussi si tu veux. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour les éditeurs, il y a eu une certaine avancée. Est-ce que tu le confirmes de ton point de vue au sein du groupe Sud-Ouest, par exemple? Alors, ce qui est clair, c'est que le header bidding a été massivement adopté par les éditeurs. Je crois que sur les 50 premiers sites, il y a une étude qui a été faite fin 2019, je crois que sur les 50 premiers sites, il y a 46 sites qui ont implémenté le header bidding. Donc, adoption massive de la part des éditeurs, l'évangélisation du marché a été faite, et c'est vrai que ça a permis aux éditeurs d'accéder à une demande à laquelle ils n'avaient pas forcément accès auparavant. Et donc, ce faisant, ça a permis de créer effectivement de la valeur. Après, en termes de CPM, je serais peut-être un petit peu plus nuancé, dans la mesure où les CPM en gré à gré étaient relativement élevés par rapport aux CPM programmatiques. Donc il y a eu certes une création de valeur, mais je ne dirais pas que globalement les CPM ont été tirés vers le haut. En revanche, c'est vrai que ça a permis d'ouvrir un petit peu plus la demande. Même s'il y a eu, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, mais quelques dérives dans la mesure où certains éditeurs se sont dit je vais implémenter un maximum de SSP, comme ça je vais avoir un maximum de valeur. Or, au bout d'un moment, on se rend compte que tout le monde bide sur les mêmes inventaires, et donc il y a eu un peu une création artificielle d'offres qui, elle aussi, a pu peser sur les CPM. Alors, un point qui est assez important, on l'a évoqué, beaucoup de termes assez techniques. On a évoqué la notion de SSP, Sell-Side Platform, je les rappelle. On a évoqué des concepts en termes de monétisation. On a parlé de yield holistique. Salomé, tu en as parlé tout à l'heure. Et effectivement, la création un petit peu artificielle, tu viens de le dire, Guillaume, de création d'offres un peu artificielles, mais très automatisées, en tout cas très technique du point de vue opérationnel, j'entends. D'où ma question qui vient tout de suite. Cette technicité fait que peut-être le header bidding n'est pas si simple à mettre en place. Alors, est-ce qu'implémenter le header bidding, c'est simple, oui ou non? Salomé. Alors, il y a deux formes de header bidding. On parle de header bidding server-side et le header bidding client-side. Côté server-side, c'est assez facile, c'est simple, ça va vite. En revanche, ça peut ajouter un intermédiaire et donc des fees supplémentaires. Il y a une forme d'opacité qui est un peu différente par rapport à ce qu'on va implémenter en client-side, où c'est beaucoup plus transparent puisqu'on peut voir l'intégralité des flux dans les pages. Finalement, le header bidding client-side donc, est un petit peu plus fastidieux à mettre en place. Ça demande de la rigueur, un peu de temps, un peu de développement, un accès à la page aussi. Mais je dirais ce qui est le plus compliqué, et Guillaume nous donnera son avis tout à l'heure, c'est plutôt le maintien. Et aujourd'hui, les défis auxquels font face les éditeurs, c'est plutôt le maintien de pré-bid et l'ajout de nouveaux formats, le fait aujourd'hui que maintenant on a des emplacements qui sont ce qu'on appelle multi-type. On vient aussi au header bidding sur la partie vidéo, donc il y a une adaptation nécessaire des players.
On parle des inventaires qui sont liés à AMP et plus récemment l'in-app bidding. Donc tout ça demande beaucoup de compétences en interne pour le maintien du header bidding et c'est plutôt là où effectivement il y a un peu de complexité. Le header bidding a aussi apporté finalement, redonner à l'éditeur la totale maîtrise de ce qui se passe sur son inventaire et toute l'analyse et l'intelligence doit être faite du côté de l'éditeur aujourd'hui. Merci Salomé. Gaëtan, de ton point de vue, est-ce que c'est simple d'implémenter le header bidding? D'ailleurs, Salomé a évoqué un nouveau format, la vidéo, qui arrive en force sur le header bidding. Et justement, chez Digiteka, c'est plutôt votre spécialité. Alors, de ton point de vue, est-ce que c'est simple d'implémenter le header bidding? Absolument, c'est vrai que c'est assez compliqué pour un éditeur d'aller intégrer le header bidding sans avoir un accompagnement. Mais il est justement de notre devoir, du côté des partenaires technologiques et des adtech de manière globale, d'accompagner les éditeurs. Aujourd'hui, d'un point de vue header bidding server to server, c'est vrai que, comme l'a dit Salomé, c'est assez simple à mettre en place. Mais pour internaliser, on va dire, cette couche techno, c'est vrai que des équipes techniques ont besoin aussi d'avoir une compétence métier côté éditeur. Sur la partie vidéo, donc c'est le prisme que j'exécute moi aujourd'hui chez Digiteka, on a pris le parti pris d'intégrer tout ce savoir technologique, de se rapprocher de l'ensemble de différents acteurs, donc de Smart, de Index Exchange, présents aujourd'hui autour de la table, et de directement embarquer à l'aide de notre player toute cette couche de header bidding auprès de nos clients éditeurs. En moins de 5 jours, on arrive à déployer très facilement cette technologie aujourd'hui. Merci Gaëtan. Donc en moins de 5 jours, bien accompagné, on peut implémenter du header bidding. Alors justement, parole à Index, qui est un des partenaires des Digiteka au même titre que Smart Ad Server. De ton point de vue, Augustin, cette simplicité qui n'était pas évidente aujourd'hui, est-ce que ça s'est arrangé? D'ailleurs, on aura le verdict toujours de Guillaume juste après, du point de vue des éditeurs. Mais de ton point de vue, comment tu accompagnes justement ces éditeurs pour implémenter ce header bidding pour qu'il soit simple? Alors, nous, le header bidding, c'est ce qui a transformé aussi Index Exchange et ce qui nous a permis d'accélérer. Il y a deux écoles. Il y a, comme disait Salomé, il y a le côté open source, via Prebid, et il y a les solutions, on va dire, plus propriétaires. Donc nous, on a développé ce qu'on appelle un wrapper, qui est une solution header bidding qu'on a développé pour des éditeurs aux US. Aujourd'hui, effectivement, le problème d'une solution open source, c'est qu'il faut la maintenir. Est-ce que c'est le rôle d'un éditeur de mettre une personne qui va travailler à mi-temps pour maintenir cette solution, pour qu'elle soit juste à niveau et pour pouvoir recevoir des nouveaux formats, etc. Nous, on pense qu'il vaut mieux avoir une solution comme la nôtre, qui est une solution sur laquelle nous, on a beaucoup de ressources techniques, on a des développeurs qui travaillent en permanence dessus, et effectivement, l'éditeur n'a rien à faire. Ce n'est pas pour ça que la solution n'est pas transparente. Aujourd'hui, dans notre wrapper, on va intégrer n'importe quel SSP, et tout le monde, l'éditeur a directement un contrat avec ce SSP, et ça sera complètement transparent. Aujourd'hui, le rôle de l'éditeur, c'est d'essayer d'optimiser les revenus. Gérer une solution open source, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et c'est peut-être limité aussi en termes de fonctionnalité. Merci Augustin. Alors justement, suite à ce que vient de dire Augustin, est-ce que toi, de ton expérience Guillaume, d'accompagnement que tu as pu avoir de différentes technologies, que ce soit au niveau du wrapper ou même des SSP qui intègrent le wrapper qui est la pierre angulaire, on va dire, du concept d'header bidding, est-ce que pour toi ça a été simple? Alors implémenter un wrapper, effectivement, c'est pas très complexe. Ce qui est complexe, c'est l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'appels qui se font sur une page et qu'avant d'appeler le wrapper de header bidding, il y a la CMP pour gérer la partie consentement. Consent Management Platform, CMP. Voilà. Donc il faut vérifier que le consentement a bien été donné par l'utilisateur pour pouvoir utiliser ces données, pour pouvoir afficher de la publicité. Ensuite, il y a un ou plusieurs wrappers. Ensuite, vous avez des outils de mesure de visibilité, etc., etc. Donc en fait, le wrapper en lui-même est simple, mais ce qui est complexe, c'est l'ensemble de l'écosystème
qu'il faut maintenir. Et maintenir l'écosystème, c'est non seulement faire en sorte que ça fonctionne, mais faire en sorte, et ça a été évoqué tout à l'heure par Gaëtan, que côté utilisateur, côté UX, côté expérience utilisateur, cette expérience ne soit pas dégradée. Or, un des risques du header bidding, notamment quand on s'est mis à multiplier le nombre d'SSP qui pouvaient avoir accès à l'inventaire, c'est de multiplier les requêtes et de créer une nouvelle latence côté utilisateur. Donc on est implémenté sur des pages qui sont soit des pages web, soit des pages in-app, et ces pages sont des écosystèmes complets. Le wrapper de header bidding n'est qu'un élément, mais tous ces appels doivent être ordonnancés de façon extrêmement précise. Et comme l'adtech est très inventive et qu'il y a des nouveautés en permanence, effectivement, il faut s'adapter à toutes ces nouveautés. Donc, simple à mettre en place, mais derrière, ça demande de la maintenance. Alors, tu as évoqué un point très important, l'expérience utilisateur. Dans la prochaine question, on va parler cette fois-ci de l'expérience client et de client-éditeur cette fois-ci, notamment en termes de résultats constatés sur ce qui est le nerf de la guerre de tout éditeur sur le digital, à savoir le revenu. Donc la question est la suivante, et je te demanderai, Salomé, de bien vouloir y répondre en première. Après l'implémentation du header bidding, quels sont les résultats constatés en termes d'évolution du revenu pour les éditeurs ? Déjà, on a l'impression que ça fait 4 ans, mais on ne se rappelle plus déjà trop ce qui se passait dans le monde d'avant, le header bidding. Très à la mode. Donc effectivement, au moment où on a mis en place le header bidding, ça a commencé pour... à peu près en France 2016, c'était vraiment le début. On parlait de plus 30% de CPM en moyenne, et sur les résultats constatés, c'était très variable d'un éditeur à l'autre. Ça pouvait être de plus 40%, plus 200% en fonction des éditeurs. Il faut savoir que quand on met en place le header bidding, on revoit aussi le plan de tagage. Il y a un certain nombre d'optimisations qui sont un peu liées justement au fait de reprendre un peu le tagage. Aujourd'hui, on arrive dans une phase plutôt de maturité du header bidding. Et donc, ce qu'on va analyser, c'est vraiment les performances par bidder. On appelle bidder tout partenaire SSP qui est branché dans le wrapper header bidding. Et donc, on va regarder le taux de participation, par exemple. On va regarder le taux de gain. Taux de participation aux enchères, aux c'est enchères, ça ? Le taux de gain de ces enchères-là et les CPM moyens. On va aussi pouvoir regarder la spécificité de la demande. Et il y a un point qui me paraît important en ce moment, puisqu'on est dans une ère un peu de rationalisation et la période peut-être de confinement a permis aux éditeurs de encore plus se pencher sur ces sujets-là. C'est pourquoi est-ce que je choisis un partenaire et pourquoi je continue à travailler avec lui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est non seulement le chiffre d'affaires que ça apporte, mais aussi la transparence des flux, l'accès au log, par exemple, ou encore la position vis-à-vis des finalités de traitement de la donnée. Et oui, effectivement, quand on parlait de Consent Management Platform, tout ce qui tourne autour de la donnée utilisateur Voilà. et j'allais dire de la protection de cette donnée est quand même un point assez important. Merci Salomé. Gaëtan, ton point de vue sur l'implémentation du header bidding et les résultats surtout générés par cette implémentation en termes d'évolution de revenus pour les éditeurs. Bien sûr, comme a pu l'aborder précédemment Salomé, la question du header bidding a permis un avant et un après. Au niveau du après, donc c'est surtout une hausse quand même marquée chez certains éditeurs du CPM, hein, mais surtout un accroissement d'en moyenne 20-30% en termes de valeur donc, sur ces inventaires programmatiques. Je parle vraiment de la programmatique pure et dure. Donc, voilà. Merci Gaëtan. Augustin, et ensuite, verdict, est-ce que ces fameux 20-30% ont été réalisés ? C'est ce que va nous dire Guillaume en tant qu'éditeur. Mais avant, Augustin, est-ce que tu peux nous donner, toi, les résultats constatés auprès de tes clients éditeurs ? Oui, effectivement, il y a une augmentation des CPM, ce qui est mécanique. On a fait une étude de cas avec Reworld l'an dernier, et ils ont constaté qu'en augmentant l'expérience utilisateur, ce qui est un point très important, effectivement, il ne faut pas oublier ça, associé à la mise en place de notre wrapper, solution d'header bidding, ils ont fait plus 60% sur la CPM. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par Reworld, et nous, on le constate. Après, ce qui peut faire aussi augmenter les CPM, c'est de faire évoluer sa solution d'header bidding. C'est-à-dire qu'il faut, on parlait de latence,
il y a un time out, donc il y a une fin de session. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu dans la chaîne de valeur. Alors il y a CMP en amont, mais il y a des DMP, etc. On fait les synchronisations et parfois on va louper des bids. Et on estime qu'on va louper entre 10 et 20% des bids à cause du time out. On a lancé une solution qui permet d'adapter en fait le time-out en fonction du device, du réseau. On a bien vu, quand on était en confinement, il y avait une explosion des pages et forcément les réseaux étaient un peu, souffraient un petit peu. Donc on peut augmenter le time-out si le réseau n'est pas bon, mais on peut aussi le réduire. C'est-à-dire qu'on va d'un côté aller chercher plus de revenus, mais comme disait Guillaume tout à l'heure, on va augmenter l'expérience utilisateur. Parce qu'on va réduire le time-out. Et ça, c'est un point essentiel, et pas sensuel, pour justement aussi avoir l'adoption de l'éditeur. C'est un point très important parce qu'un des bloqueurs du programmatique, c'est aussi l'éditeur qui était par rapport à ça. Donc, par l'innovation, on va aussi augmenter les revenus. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'optimisation de revenus n'est pas simplement une optimisation business, c'est également une optimisation technologique qui passe par effectivement une évaluation en temps réel de l'efficacité, pas seulement revenus, mais technologique des différents partenaires, que ce soit des SSP ou d'autres partenaires technologiques qui proposent des services en termes d'innovation, j'allais dire. Alors justement, en termes cette fois-ci d'augmentation de revenus, de ton point de vue, Guillaume, qu'est-ce que toi tu as pu constater? Ces fameux 20-30%, on a parlé même de 60% pour un de tes concurrents. 60% non, autour de 20% sur les CPM programmatiques la première année, oui, très clairement. Et après, comme le disait Augustin, il y a une optimisation à faire dans le temps. Parce que si on a plusieurs SSP qui finalement viennent avec la même demande sur une page, ça crée des requêtes qui sont là pour rien. Donc il y a eu toute une tendance côté achat pour faire du supply path optimisation des parcours d'achat. Mais il y a la même chose côté publisher, avec une optimisation de la demande pour faire en sorte que ce soit la demande la moins coûteuse en ressources et pas seulement celle qui apporte le meilleur CPM qui l'emporte. Et ça, c'est vraiment un point clé parce que, comme le disait Salomé tout à l'heure, il y a un marché qui est à maturité et il y a une rationalisation effectivement qui est en cours pour s'assurer que c'est vraiment la meilleure valeur qui est délivrée. Alors on en arrive à notre dernière question du débat. Tu as prononcé un mot que je trouve clé, c'est le mot maturité, qui a fait que dans le mode d'organisation peut-être des régies ou même dans le mode d'optimisation des éditeurs et de leurs régies pour une efficacité, on a parlé des revenus, mais également une efficacité opérationnelle technique, les choses puissent évoluer. Ce qui veut dire que les choses vont encore évoluer, d'où cette dernière question, notamment en ce qui concerne un horizon qui est l'horizon 2022 et la fin des cookies. Une dernière question qui est la suivante, et Salomé, ce sera de nouveau à toi également de répondre à cette question. Quel avenir pour le header bidding à l'ère du cookie-less ? Dans un premier temps, il va forcément y avoir une raréfaction du cookie et donc une concentration des achats vers les seuls cookies restants, puisqu'on est sur un modèle d'achat qui est très basé sur la performance, y compris parfois quand les campagnes ont un objectif plutôt branding. Dans un second temps, la demande va forcément devoir s'adapter à cette nouvelle ère sans cookies. Ça va passer par des modes de ciblage un peu différents. Ça peut être le ciblage sur, par exemple, la prédiction de visibilité qui ne demande pas de cookies, le ciblage contextuel, qui sont deux solutions qu'on propose chez Smart et qui sont cookie-less, basées sur de l'intelligence artificielle. Il va y avoir aussi, probablement, c'est l'occasion pour l'éditeur de reprendre le contrôle, c'est-à-dire de mieux valoriser sa data first party. Et donc finalement de complètement changer le modèle un peu publicitaire dans lequel on est actuellement. Nous on pense que finalement il y a des opportunités à ça. Il va y avoir... donc nous on travaille de concert avec plusieurs
entreprises qui ont lancé des initiatives de cookies uniques. On travaille avec LiveRamp, avec ID5, et dans ce sens, on agit comme un facilitateur de la transition vers une ère sans cookies. Ça fait 11 ans depuis que Smart existe qu'on s'est adapté à des nouveaux paradigmes sans cesse. Et donc, on est plutôt optimiste pour la suite. Merci Salomé. Gaëtan, quelle est ta vision de l'évolution du header bidding à l'avenir à l'ère du cookieless? Au niveau du header bidding, à l'ère du cookieless, c'est plus la demande qui va devoir s'adapter et aussi les acteurs qui agissent sur ce secteur-là. En parlant d'adaptation, on parle plus de modèles de contextualisation des inventaires qui vont permettre aux différents acheteurs d'aller cibler et non plus d'utiliser de la data pour aller cibler des users. Donc, et c'est en ça que je pense que c'est plutôt les adtech qui vont devoir aller s'adapter au cookieless plutôt qu'un header bidding qui serait menacé par cette absence de cookies. Pour illustrer un peu le cas, aujourd'hui, nous, notre modèle de fonctionnement, c'est utiliser des inventaires 100% contextualisés qu'on déploie en fait en header bidding, qui s'affranchissent aujourd'hui de l'utilisation d'un cookie pour aller toucher un utilisateur sur une page. Donc c'est plus une adaptation de la techno en faveur du cookieless aujourd'hui. Merci Gaëtan. Donc une sorte de revalorisation du contextuel. Exactement. Mais on va dire que c'est une musique qu'on entend de plus en plus pour préparer justement cette ère du cookieless. De ton point de vue, Augustin, alors comment le header bidding et comment Index Exchange, d'une certaine manière aussi, va s'adapter à l'ère du cookieless? Déjà, on l'a anticipé depuis 2 ans. On vit, et comme Gaëtan et Salomé le disaient, on est en permanence obligé de s'adapter. Donc on va s'adapter et nous on pense que le cookie déjà avait pas mal de défauts. On parlait de synchronisation. Le cookie il sert à passer de l'information et en fait il y a une énorme déperdition et ça prend beaucoup de temps de synchroniser tous ces acteurs. Et après il a quelques défauts aussi en termes de précision de marketing parce que le cookie c'est un navigateur et c'est pas forcément une personne. Nous on pense que c'est une opportunité énorme et qu'on va basculer dans ce qu'on appelle le people-based marketing. On était dans le cookie-based, on va passer dans le people-based. Alors c'est ce que font des sociétés, effectivement, on a des partenaires comme Merkle, LiveRamp, etc. Donc le rôle du header bidder, du header bidding et du wrapper, c'est de onboarder ces solutions d'identity, de people-based, pour pouvoir les mettre à disposition du réseau, pour qu'effectivement les annonceurs, parce que ce sont les annonceurs qui vont décider de là où va aller le marché, vont pouvoir aller chercher ces identifiants. Aujourd'hui, effectivement, on a vu que sur certains navigateurs, quand on n'avait plus de cookies third party, la valeur de l'impression, elle était quasiment nulle. Effectivement, on est essentiellement sur un navigateur. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de temps pour s'y préparer. On a 2 ans. Il y a plein d'initiatives, effectivement, le ciblage contextuel, il y a le ciblage first party, il y a des initiatives d'associations, Rearc, pour l'IAB, il y a le Privacy Sandbox de Google, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y aura des solutions, c'est sûr. Au niveau du header bidding, nous on pense que la solution la plus optimale, c'est le people-based marketing. Et c'est le choix qu'on a fait. Merci Augustin. Le mot de la fin pour toi, Guillaume Vasse, qui est, je le rappelle, le porte-parole des éditeurs sur cette émission. Alors ta vision effectivement sur le header bidding à l'ère du cookieless. Je pense qu'effectivement, la data first party va prendre de plus en plus d'importance et qu'on va avoir de plus en plus de surf logués côté éditeur, ce qui permettra aussi de faire le pont entre les différentes plateformes, parce qu'on l'oublie souvent, mais le cookie aujourd'hui, c'est pas un élément universel. Par exemple, ça marche pas dans les apps. Ça marche uniquement dans les environnements web. Donc, il y a un peu un fantasme de dire c'est horrible, on ne va plus pouvoir tout faire parce qu'il n'y a plus de cookies. Mais le cookie, il ne permet pas aujourd'hui de suivre un individu entre différentes plateformes. Le contexte va compter également beaucoup, en espérant que le marché s'éduque et que les blocking lists n'excluent pas des inventaires de qualité parce qu'elles ne sont pas très bien maîtrisées. Et puis, il y a des nouvelles technologies qu'il faut suivre de près. Il y a par exemple le edge computing qui permet de calculer les segments directement sur le device de l'utilisateur et donc qui évite qu'il y ait des échanges de données dans le cloud et qui permet lui aussi de faire du ciblage assez fin. Donc
On peut difficilement dire qu'est-ce qui va l'emporter, ce sera peut-être un mélange des trois, mais je pense qu'on peut être confiant sur le fait qu'après le cookie, on continuera à pouvoir faire de la publicité ciblée. Eh bien, merci. Mesdames, Messieurs, d'avoir été les marraines et parrains de cette nouvelle formule de The Programmatic Society. Je vous remercie pour la concision de vos réponses et la précision de vos réponses. Et j'en profite, puisque c'est la fin de ce premier numéro, j'en profite pour remercier deux personnes très importantes au sein du groupe Altis. Ces deux personnes sont Christopher Siminelli et Jean-Baptiste Barra de 01net 01 TV, sans qui cette émission Nouvelle Formule n'aurait pas lieu. Et donc, merci à vous et merci de participer à l'évolution de The Programmatic Society. Je vous dis donc à tous qui nous regardez et nous écoutez, à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat sur l'évolution du header bidding et de son impact chez les éditeurs. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le header bidding nécessite une optimisation de tous les instants sur le plan technique, notamment en termes de maintenance. 2. Le header bidding génère incontestablement plus de revenus, mais cette augmentation de revenus est conditionnée par une optimisation business et technologique. 3. L'avenir du header bidding n'est pas particulièrement menacé par la fin des cookies tiers. Néanmoins, le people-based marketing devrait y faire une incursion très importante. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Digiteca, SmileWanted, Orange Advertising, Smart Ad Server pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News, Redcard et le partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.